Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné de Charles Pinco, alias Gilbert. Comment ça va? Salut, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être là avec toi. Alors, pour la petite présentation, Gilbert, c'est un médecin généraliste et sexologue qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler stress, sport, sommeil et sexualité. Je pense que c'est des sujets qui te parlent. Et pour ce faire, on va prendre l'étude de cas. J'ai ramené avec moi un petit ami qui s'appelle Jérémy. Donc Jérémy, c'est un jeune homme, un jeune étudiant de 20 ans qui a plein de problèmes. Premier problème qu'on va traiter de ce pas, c'est la sexualité. Donc, il est en école, il a un peu de mal avec les filles, il galère un petit peu, il a peur de finir seul. Ouais. Et la question qu'il aimerait te poser à toi, Charles, c'est: peut-on être épanoui seul, sexuellement parlant? Ah, très intéressant comme question. D'ailleurs, c'est mon patient du jour, Jérémy, c'est ça? Tu l'as dessiné avec... Il est pas à l'aise, là. Il a plein de problèmes. Il a plein de problèmes, il est pas content. Et justement, s'il vient vous voir, docteur, Allez, on va l'aider. Le but, c'est de le faire ressortir de cette consultation avec le sourire. Ouais, mais tu sais, là, ce que tu dis, je vais répondre à la question, mais déjà, pour le savoir et pour les personnes qui nous regardent et même qui écoutent peut-être, c'est très très fréquent que les personnes qui arrivent en consultation, ou plutôt en téléconsultation sur la plateforme Charles.co, soient dans cet état, parce qu'on ne sait jamais, est-ce qu'on va nous prendre au sérieux, est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne, etc. Donc, la plupart des personnes d'ailleurs qui arrivent en téléconsultation, quand la consultation est terminée, ils disent « mais si je savais que c'était aussi simple que ça, j'aurais téléconsulté depuis longtemps ou j'aurais consulté depuis longtemps ». Donc, c'est normal qu'ils soient un peu stressés pour le moment, Jérémy. Alors, la sexualité. Il n'est pas à l'aise, il a peur, etc. C'est hyper fréquent. D'ailleurs, est-ce que tu sais, Cyril, si on demandait à une centaine d'hommes, random comme ça, entre 17-18 ans et 65-70 ans, parce que c'est les études qui sont faites dans ces tranches d'âge-là, si on leur demandait, avant une nouvelle rencontre ou lors des tout débuts de ta vie sexuelle, est-ce que tu te sens... anxieux par rapport à ça? Est-ce que tu as peur que ça se passe mal ou est-ce que tu te sens super à l'aise? À ton avis, combien diraient je suis pas si détendu que ça avant de commencer? Ah ouais, je pense une bonne moitié quand même, 1 sur 2. Ah ouais, beaucoup, la majorité. Beaucoup, Et c'est beaucoup. Par contre, ah ouais, beaucoup. On sait que c'est même presque bizarre que quelqu'un dise tiens, je vais commencer ma vie sexuelle, je me pose aucune question, tranquille, j'y vais. Ça fait bizarre, quelqu'un qui dit ça. Donc, c'est normal d'avoir ça. Par contre, il y a 30% des personnes qui sont tellement pas bien que ça les bloque complètement, en fait, dans leur fonctionnement sexuel. C'est le cas de Jérémy. Et on a tellement peur que ça se passe mal, de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur. On peut avoir peur... de ne pas être performant, de ne pas être un bon amant. Enfin, il y a tellement de peur de comment la personne va me juger une fois qu'on se déshabille. Bon, bref, il y a tellement de questions que c'est normal d'être stressé. Par contre, on sait qu'il y a un tiers des cas où ça va jusqu'au point que ça bloque complètement. Et j'ai eu récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, un jeune, presque dans la même tranche d'âge que Jérémy, qui, lors de la téléconsultation, m'expliquait qu'il n'ose pas aller, etc., qu'il a peur. Et en discutant, il a fini par me dire qu'en fait, ça fait 5 ans qu'il est célibataire par peur que ça se passe mal. Et je sais que dans ces cas-là, il y a des personnes qui disent ça va, quoi, c'est pas non plus la fin du monde d'être célibataire pendant 5 ans. Ce qu'on oublie, c'est qu'en s'isolant sur le plan sexuel, on s'isole aussi sur le plan affectif. Sur le plan amoureux, on n'ose pas avoir une relation, donc on s'isole un peu. Et le risque, c'est quoi? C'est aussi de se rabattre sur l'utilisation du porno, ce qui est extrêmement fréquent de nos jours. Et je pense, à mon avis, que c'est le cas de Jérémy, c'est-à-dire il aimerait passer le cap, mais il passe pas, il n'ose pas. Et donc, il va utiliser, Jérémy, la masturbation, la pornographie. Et là, on rentre dans une boucle infernale. L'utilisation du porno fait qu'on n'est pas bien, puis on développe encore plus de complexes, donc on ose encore moins d'aller voir une relation, d'entamer une relation, et on rentre dans quelque chose de totalement ingérable psychologiquement. Alors la question, est-ce qu'on peut être épanoui seul? La réponse est oui, à condition que ça soit un choix. C'est-à-dire,
Si Jérémy a décidé de lui-même que là, en ce moment, il n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles, il a d'autres priorités, il a des examens à passer, il a des choses, bref, c'est pas sa priorité. Ouais, il a sa petite vie, ouais. Ok. Voilà, c'est très bien, il peut être épanoui. Par contre, si il est seul sur le plan sexuel, mais que c'est pas un choix, c'est par peur, par stress ou parce qu'il a vécu une première expérience, ça l'a bloqué. C'est hyper fréquent, par exemple. On a commencé. Alors, le truc très fréquent que j'ai eu aussi il n'y a pas très longtemps, c'est la personne qui dit tiens, on a commencé à s'embrasser et tout. Et là, j'ai senti que mon pénis, il ne réagit pas du tout. Comme bloqué. Du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas aller plus loin, je ne pourrais même pas faire l'amour. Et donc, on prétexte, on arrête, sauf que ça nous bloque. On dit mais comment je vais faire la fois d'après? Ou on éjacule tellement vite avant même de se déshabiller qu'on se dit mais non, je peux pas, j'ose pas. Donc, si on est seul sexuellement parce qu'on a des problèmes, bah oui, on peut pas être épanoui. Si on est seul sexuellement par choix, par décision, bon, bien sûr qu'on peut être épanoui dans ces cas-là. Donc, d'après ce que tu dis quand même sur ton pote Jérémy. D'ailleurs, tu as remarqué, c'est souvent quand on pose des questions sexuelles, on dit souvent que c'est pour un pote. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je t'avoue, par même moi, je le fais. Bois, ça va. Voilà. Non, même moi, je le fais. C'est pour un pote. Tu sais. Attends, je raconte une anecdote, ça va peut-être amuser. Tu sais, il y a longtemps, les médecins avaient de la part des laboratoires des échantillons de médicaments. Maintenant, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Et donc, quand par exemple le Viagra est sorti, on nous donnait des échantillons en disant pour faire tester à vos patients, vous pouvez donner. Et le nombre de médecins qui demandaient des échantillons de Viagra était beaucoup plus élevé, par exemple, que le nombre de médecins qui demandaient des échantillons, je sais pas moi, de médicaments pour la douleur ou pour la tension. Ah ouais. Ils disaient non, c'est pour les patients, parce que vous avez des échantillons, voilà. Ah ouais. Donc, voilà, c'est une petite anecdote sur les médecins. Le seul avantage d'être médecin, c'est qu'on sait se soigner plus rapidement. Voilà. Ouais. Donc, Jérémy, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller dans ces cas-là? La première chose, c'est des conseils très clairs. Premièrement, prendre conscience, est-ce que je suis devenu comme dépendant, addict à la masturbation, à la pornographie? Comment on peut le savoir? 3 questions très simples. Est-ce que ça devient quelque chose dont je ne peux plus me passer? C'est-à-dire, si on m'empêchait, par exemple, il y a des invités chez moi, etc., je n'ai pas pu utiliser porno, est-ce que ça me rend presque nerveux? C'est que je commence à être addict. Est-ce que à chaque fois que j'essaye d'arrêter, en fait, je retombe dedans, c'est comme si je n'arrive pas à résister à ne plus le faire. Est-ce que je commence à préférer ça qu'avoir des relations? Si je commence à préférer ça qu'avoir des relations, c'est que je deviens vraiment addict. Donc déjà se dire, est-ce que je suis addict? Si je suis addict, il y a urgence à réagir, c'est-à-dire que je commence à m'occuper autrement. Il ne faut pas oublier que la masturbation, le porno, la vie sexuelle qu'on appelle seule, d'ailleurs, ça fait sourire, mais moi j'appelle ça la vie autosexuelle. Tu sais, tu as les orientations hétéro, homo, bi, bref, toutes les orientations qu'on peut imaginer. Et il y en a une qui devient autosexuelle. On se suffit à soi-même. Et à ce moment-là, on se dit, OK, il faut que je remplace ça, si j'ai envie d'en sortir, par d'autres activités. Si je suis stressé, je vais plutôt aller faire du sport. On en reparlera après, comment le faire. Que je vois du monde, que je m'isole moins, etc. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est si j'ai peur que ça se passe mal les premières fois et que c'est pour ça que je n'ose pas, un conseil, c'est de faire au moins une consultation ou une téléconsultation avec un médecin sexologue qui va donner des conseils plus adaptés. Parfois, on prescrit même un traitement, c'est très courant, un traitement qu'on prend la première, deuxième fois lors des débuts de notre vie sexuelle, juste pour passer ce cap-là et d'être en sécurité et de se dire, bon, ça y est, ça fonctionne et maintenant, je n'ai plus besoin du traitement. Il n'y a pas de risque à le faire. Et le troisième conseil, c'est de faire progressivement. Par exemple, si Jérémy, tu es très isolé, tu n'oses même pas faire des rencontres, etc., la première étape, c'est déjà d'aller dans des endroits où tu peux faire des rencontres. S'il y a une invitation à un repas, un anniversaire, une soirée entre potes, d'y aller en se disant au moins que je me fasse des amis. Ensuite, l'étape d'après, les amis vont me présenter quelqu'un qui va être aussi ami, qui lui peut-être va me présenter, ou elle, une personne avec qui je pourrais avoir peut-être plus tard
plutôt une relation, une oui. bonne accroche pour une relation. Peut-être réapprendre déjà à faire de la séduction sans aller plus loin. Juste voir que oui, on est capable de plaire, développer un côté séduction. Et si, entre deux, il a consulté et qu'il est rassuré, qu'il a les conseils, éventuellement un traitement pour passer le cap sur le plan sexuel, ben c'est comme ça qu'on fait. J'appelle ça la technique du domino. C'est-à-dire, on fait tomber les pièces les unes après les autres. D'abord, on prend conscience, on décide ce qu'on aimerait changer, on se rend compte qu'on a besoin d'aide, on demande de l'aide, et puis on fait étape par étape. En tout cas, ce qu'on peut dire à Jérémy, c'est que c'est un cas hyper fréquent. Je ne sais pas si tu le savais, toi, Cyril, mais ce que tu viens de me dire sur Jérémy, c'est du quotidien des médecins qui téléconsultent sur Charles. Tous les jours, il y a des hommes dans cette situation-là. Ah oui, j'ai oublié la bonne nouvelle. Ça se résout très bien. La bonne nouvelle, c'est que la solution est souvent simple et c'est hyper rare de voir que quelqu'un, dans le cas de Jérémy, a passé le cap, a demandé de l'aide, a téléconsulté ou consulté et que ça n'a pas bougé. Ça se finit toujours par s'arranger, mais à condition de ne pas rester seul à essayer de s'en sortir dans son coin. Ok. Donc première étape, c'est admettre que on a un problème, on a un symptôme, et deuxième étape, c'est aller voir les personnes qui s'y connaissent, les professionnels, pour aider de sortir de ce problème. Ok, merci docteur pour ces conseils. Je pense que Et puis je fais plein de vidéos, tu l'as dit tout à l'heure, sur ma chaîne YouTube Charles.co, justement, pour que les personnes comprennent, mais dans quel cas je peux consulter, pas consulter. Est-ce que là j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide? Si on ne sait pas, qu'on cherche l'information. La pire des choses à faire, c'est de rester dans une sorte de boucle d'échecs pendant plusieurs mois, parce que plus le temps passe, plus on est découragé et moins on peut avancer. Ok, merci docteur pour ces informations. Pour résumer, très simplement, peut-on être épanoui sexuellement seul? Ça va dépendre si c'est une sexualité choisie ou subie. Si c'est subi, sortir de ce cercle vicieux de manière progressive et se faire accompagner. Et c'est toujours simple. Faut faire ses recherches, admettre que est-ce que j'ai un problème ici ou est-ce que ça va bien, et si de soi-même on n'arrive pas à résoudre ce problème, aller consulter, c'est la meilleure chose à faire. C'est bien résumé, docteur? Tu es sexologue. C'est parfaitement bien résumé. Je te remercie. Jérémy, il te remercie. Au moins, ça lui fait une épine en moins dans le pied. Mais maintenant, notre petit Jérémy, il n'a pas que des problèmes de séduction et de sexualité. Il fait aussi du sport à côté de ses études. Donc, il fait de la musculation. Il soulève bien lourd parce que il a un peu son ego qui parle, son ego de garçon. Il n'a pas de coach. Il s'entraîne de manière solo et il prend de la whey protéine parce qu'il a vu des influenceurs recommander de la whey protéine et donc il en prend. En ce moment, la musculation, c'est à la mode. Ses copains vont faire de la muscu, donc il va faire de la muscu. Et il a une question pour vous, docteur. Il se demande, c'est quoi les dangers peu connus de la musculation? Ah oui, c'est vrai qu'on parle souvent, et il est pertinent, Jérémy, sur sa question, parce qu'on parle souvent. Il est réfléchi, de Jérémy. Et la muscu, il est pertinent. Et c'est vrai que même moi, je fais plein de vidéos sur ma chaîne pour dire tous les bienfaits du sport, de la musculation, comment prendre du volume musculaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos performances musculaires, sportives, etc. Et c'est vrai qu'on parle rarement des dangers invisibles ou peu connus. Et pourtant, il y en a. Il y a déjà un premier, c'est quand on prend des protéines en faisant de la musculation. Si ce n'est pas adapté aux exercices qu'on fait, en fait, le corps il va avoir trop de protéines, il ne va pas les utiliser. Et dès qu'on prend des protéines, que ce soit la whey ou n'importe quelle autre marque, il y a une règle absolue, c'est on s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate. On boit, on boit, on boit. De l'eau, hein. Ok. Ouais, bien sûr. C'est la boisson des champions. Voilà, c'est de l'eau. Et quand je dis on boit, c'est pas 1,5 litre, 2 litres. C'est on prend des protéines et on fait du sport. On doit aller jusqu'à 3 voire 4 litres d'eau par jour, les jours d'entraînement, parce que les protéines sont des molécules lourdes, grosses, et donc ils peuvent se bloquer dans le rein et abîmer les reins. Ils peuvent donner une insuffisance rénale si c'est pris et qu'on ne s'est pas bien hydraté. Donc déjà, bien s'hydrater si on prend les protéines. Deuxième erreur qu'on peut faire. En faisant de la musculation, on a envie de quoi?
On se dit, tiens, je vais gonfler. En fait, on confond le fait de prendre du volume et le fait d'avoir une belle allure. J'imagine que Jérémy, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui est un peu en difficulté avec la séduction, de commencer sa vie sexuelle, lui, ce qu'il veut, c'est pas avoir un bras qui rentre dans aucun t-shirt. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une bonne allure, une bonne masse musculaire, être en bonne santé, être présentable. Et pour ça, il n'y a pas besoin de pousser des poids incroyables. Pour y arriver, il faut surtout travailler plusieurs muscles et pas juste un muscle. Une des erreurs que je vois le plus dans les salles de sport, parce que j'y vais aussi, c'est que les mecs focalisent sur les muscles dits masculins. Les pecs, les bras, les biceps, les épaules. Et on va travailler ça, sauf qu'à force de répéter, on peut se faire des tendinites, surtout avec des poids très lourds. Donc, toujours s'assurer qu'on n'est pas au poids maximum, surtout quand on est amateur, de mettre des poids qui sont en dessous du poids maximum. Même s'il n'y a pas de coach, ne pas hésiter à demander à quelqu'un dans la salle quelques conseils, donc pour ne pas s'abîmer. Et d'ailleurs, j'ai eu récemment une personne qui, lors d'une consultation, il consultait pour des problèmes d'érection. Je lui demande s'il fait du sport. Il me dit, j'ai dû arrêter. Je lui demande ce qu'il faisait comme sport. Il m'expliquait de la muscu. Donc, je lui demande pourquoi il a arrêté. Et il m'a expliqué qu'il s'est abîmé en fait des tendons au niveau de l'épaule parce qu'il voulait tellement développer ses épaules, parce qu'il avait l'impression d'être trop fin et qu'il ne plaît pas, qu'il a travaillé, et en fait, il s'est abîmé les tendons, et donc il a dû arrêter de faire de la musculation du haut du corps. Donc oui, on peut s'abîmer avec ça. Dernier truc, alors là, ce que je vais vous dire, écoute-moi bien, Jérémy. Je suis sûr qu'il n'y a aucun des influenceurs que tu suis. Il n'y a aucun influenceur de sport qui en a parlé. Si tu me dis dans les commentaires si tu en as déjà entendu. Un des dangers, c'est qu'on pousse tellement. C'est quand on soulève du lourd. On fait un mouvement genre. On fait comme ça. Sauf que ça pousse sur le périnée, c'est-à-dire le muscle qui a tout en dessous. Attends, je peux montrer un truc. Ça, c'est une maquette. Ce que tu vois ici en rouge, ça, c'est les muscles du périnée. Si je pousse, je fais un mouvement, je porte du lourd. Ça va pousser et ça va faire une pression vers le bas. Et donc, ça va fatiguer ces muscles-là. Or, ces muscles-là sont importants pour la sexualité. Donc, on peut s'abîmer au sport, à la musculation, si on ne fait pas un mouvement où on est en tension du périnée quand on soulève. Pour être plus concret, à chaque fois que tu soulèves du lourd, pense à bloquer ton périnée comme si tu voulais t'empêcher d'aller aux toilettes. Là, imagine maintenant que tu dois aller aux toilettes et tu te dis non, c'est pas le moment, je dois finir la vidéo, j'écoute. Tu contractes. Ce mouvement de contraction, il faut que tu le fasses tout le long. Tu le répètes tout le long pendant que tu fais de la musculation. Sinon, on va abîmer le périnée. Et dernière petite chose qui peut être dangereuse quand on fait, on va pas dire dangereuse, mais néfaste quand on fait du sport, c'est si on fait de la musculation, de ne pas oublier de faire de la cardio. Et d'ailleurs, pour les personnes, je sais que ça intéresse tous les hommes qui veulent augmenter leur testostérone, la fameuse hormone des mecs. Pour augmenter la testostérone, la meilleure façon, la meilleure façon de faire, c'est d'alterner endurance et renforcement musculaire, de ne pas faire que de la muscu. T'inquiète pas, tu ne vas pas fondre en masse musculaire si tu vas faire un peu de tapis roulant ou de rameur ou de vélo. Au contraire, le fait d'alterner l'endurance, la cardio et le renforcement musculaire, c'est top pour la santé générale, pour la santé cardiaque, pour la santé sexuelle, et souvent c'est top pour l'allure générale, pour l'esthétique. Ok. Merci pour les conseils. Jérémy, là, c'était complet. Là, je pense que Jérémy va revoir ces séances, qui étaient vraiment très axées force, très axées gonflette. Donc, je résume en quelques points. Quand vous prenez des protéines, boire beaucoup d'eau avec, sinon ils sont mal assimilés. Deuxièmement, quand on soulève lourd, faire attention aux tendons, parce que ça peut vite être une cause de blessure. Donc, vaut mieux soulever moins, mais mieux. Troisièmement, quand on soulève lourd, bien faire attention à contracter son périnée pour pas qu'il subisse des dommages sur le long terme. Et quatrième point, ne pas négliger le cardio,
Parce que si tu négliges le cardio, tu as des gros muscles, mais le muscle le plus important qui est le cœur, bah lui, il est tout petit, il est mal entraîné. Et derrière, on veut pas un corps qui soit juste beau, on veut un corps qui soit fonctionnel. Voilà. Ok, bah nickel. Je pense Jérémy, il te remercie pour ses conseils en musculation, et je pense aussi beaucoup de jeunes se mettent à la musculation. C'est important d'être conscient que c'est un sport qui est formidable, mais il faut bien le pratiquer. Il y a de la technique, il y a des choses à savoir, il y a des dangers à connaître aussi. Pas juste soulever lourd pour soulever lourd et impressionner les copains. Ça, c'est de l'ego lifting. Donc faites les choses bien et mieux, grâce à des conseils du docteur Gilbert Charles-Pinco. Ok, maintenant... Si tu me permets, j'ai fait sur la chaîne Charles Pinco, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sport, comment perdre du poids au niveau du ventre si on a envie de perdre du poids au niveau du ventre, comment prendre du muscle correctement, l'alimentation qu'il faut pour la prise. Donc, vraiment se renseigner, lire des choses et pas y aller. Je trouve ton conseil très juste de dire c'est génial la muscu, mais c'est pas non plus un sport où on y va puis on se lève du lourd et tout va bien. Quoi. Non, il y a des règles, des choses à respecter. Souvent, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que c'est super simple. C'est simple. Oui, mais il y a énormément de techniques et faut connaître et faut s'alimenter, faut s'éduquer dessus, s'instruire pour éviter les erreurs qui peuvent être néfastes sur le long terme à vouloir bien faire sur le court terme. Ok, Jérémy, il te remercie pour ses conseils en musculation, mais c'est pas son seul problème. À côté, voilà, il a des études, il a du mal à s'endormir. Il se réveille assez tard, il fait pas de sieste régulièrement et il a un peu, il maîtrise pas bien le sommeil. Il dort parce qu'il faut dormir, mais voilà, il a des heures de sommeil et des heures de lever qui sont très. Voilà, c'est pas un sommeil efficace, c'est très irrégulier. Et la question qu'il a pour vous, docteur, c'est comment être en forme quand on a du mal à s'endormir? Donc là, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend l'énergie pendant la journée et ça sous-entend l'endormissement. Mais oui. Et d'ailleurs, quelqu'un qui ne dort pas bien et qui espère rester en forme, ben non, c'est pas possible. Donc il y a un moment ou un autre où l'organisme va craquer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mon cher Jérémy, le fait de priver quelqu'un de sommeil, c'est même une méthode de torture. Donc, c'est pas non plus... Ah oui, c'est dans les méthodes de torture qui sont reconnues comme torture, donc interdites par les lois internationales, on ne doit pas priver quelqu'un de sommeil, c'est considéré comme de la torture. Donc, quelqu'un qui manque de sommeil, oui, il peut être fatigué, irritable, sa personnalité peut changer, ses performances peuvent changer, la mémoire, s'il passe des examens, faire du sport, ça devient plus difficile. Bref, il y a un impact sur notre santé. Et le fait d'avoir un mauvais sommeil, on sait qu'on a plus de risques de développer, par exemple, du diabète plus tard, des maladies cardiaques, maladies neurologiques, maladies d'Alzheimer, etc. Donc, c'est pas juste une question d'être en forme. Il y a des vraies conséquences là-dessus. Et il faut savoir que c'est hyper fréquent de nos jours chez les jeunes. Alors, on pense que c'est lié au fait que la vie des jeunes de nos jours est plus anxiogène qu'avant, c'est-à-dire plus de sources de stress qu'avant. D'ailleurs, Jérémy, depuis tout à l'heure qu'on parle de toi, tu as l'air d'être quelqu'un quand même qui cogite beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. C'est probablement pour ça que tu te poses trop de questions avant de commencer la vie sexuelle, la peur, tendance à tourner les idées en tête, à ruminer. Ça peut jouer pour l'endormissement. Beaucoup de personnes disent, c'est au moment où je vais me coucher que ça y est, mon cerveau, il se met à penser à 40 000 trucs, j'arrive plus à éteindre. D'ailleurs, j'ai vu récemment en consultation une personne qui consultait pour baisse de libido. Un homme jeune, en vie sexuelle. Et il avait fait des dosages d'hormones, il avait fait un bilan de thérapie de couple parce qu'il pensait que c'était par rapport à sa compagne ou son compagnon. Je ne me souviens plus si c'était avec un garçon ou une fille. Il avait fait des bilans biologiques, etc. Et c'est en posant la question, en fait, ton sommeil est comment? Il dit, il n'est pas bon. Cherche pas plus loin, ta libido, elle peut pas fonctionner avec un sommeil qui est pas bon. La libido nécessite qu'on soit en forme physiquement et mentalement. Tu prives quelqu'un de sommeil pendant plusieurs jours, tu vas voir qu'il va fantasmer sur le lit en premier. Donc la libido, elle va chuter. Ouais. Donc tout ça pour dire que c'est pas juste une question de confort, quoi. Voilà.
Et on pense que de nos jours, c'est un problème plus fréquent qu'avant à cause malheureusement des écrans. Là, vous êtes en train de nous regarder sur sûrement votre smartphone, une tablette peut-être. Et ça, on sait que ça envoie ce qu'on appelle la lumière bleue. C'est une lumière qui est mise dans les appareils pour éviter que nos yeux fatiguent, pour que vous puissiez regarder la vidéo sans dire waouh, au bout de 10 minutes, j'ai les yeux explosés. Malheureusement, cette lumière envoie l'information au cerveau qu'il ne faut pas fabriquer de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone de notre sommeil. Donc, il y a toutes ces raisons qui font qu'en plus de nos jours, les étudiants, Jérémy sûrement qu'il étudie sur des ordinateurs et des tablettes, c'est devenu très fréquent. Ouais, donc, c'est la technologie. Raisons. Technologie, malheureusement. Ouais. Alors, conseils simples, très concrets. Notez-les bien et vous allez voir qu'en 3 conseils, vous allez pouvoir réguler votre sommeil. Premier conseil, on se réveille toujours à peu près à la même heure, que ça soit jour de repos, week-end, etc. Quand on veut réguler notre sommeil, c'est la première chose à faire pour que l'horloge biologique commence à prendre un pli. Donc, on se réveille à peu près tous les jours à la même heure. Le soir, donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, il faut le soir aller se coucher. Pas quand on est fatigué, pas quand c'est l'heure, pas en fonction du nombre d'heures que j'aimerais dormir. Je ne sais pas si toi tu fais pareil, Cyril, et tu peux me dire. Par exemple, des fois on dit « Ah, demain j'ai une grosse journée, il faudrait que je dorme 7-8 heures cette nuit, et je vais me coucher à cette heure-ci. » Ou « Oh, demain j'ai pas une grosse journée, je peux me priver d'1 heure ou 2 de sommeil, je vais plutôt me coucher à 23h minuit par exemple. » Et en fait, ça n'a aucun sens. On ne peut pas décider de l'heure à laquelle on aura sommeil. Donc, on va se coucher pas quand on est fatigué, pas quand c'est l'heure. On va se coucher quand on sent les signes du sommeil. Et il faut apprendre à les repérer. Quel est ton signe du sommeil, toi, Cyril, que tu repères en premier? Comment tu sais que moi, c'est un bâillement. Ouais, moi, c'est un bâillement. Je commence à avoir les paupières lourdes. Très, très automatiquement. Ouais. Et c'est génial. C'est exactement ces signes-là. Alors, tu rajoutes 2 autres. C'est des petits frissons. On sent des petites choses comme ça sur la peau. Et difficulté à se concentrer sur ce qu'il y a autour de nous. On ne suit plus le film qu'on regarde, on lit un truc, on ne suit plus, on parle avec la personne, on décroche. Donc, quand on a ces signaux-là... Voilà. Quand on a ces signaux-là, ça veut dire que notre cerveau est en train de nous dire, là, il faut que tu ailles te coucher. Si on ne suit pas, en disant non, je voudrais rester réveillé 1 heure ou 2 encore. Mais en fait, on ne sait pas à quelle heure ces signaux vont revenir. Dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Et ça y est, on va aller se coucher au moment où le cerveau n'est pas prêt à se coucher. On va tourner en rond dans le lit. Ou si on se dit, tiens, là, je me sens fatigué, je vais aller me coucher. Sauf que je suis fatigué, je n'ai pas des signes de sommeil. On va aller se coucher, on dit, c'est bizarre, j'étais fatigué, pourtant, je n'ai pas réussi à dormir. Donc, on repère les signes du sommeil. Les paupières lourdes, les bâillements, les petites sensations de frissons, le fait qu'on n'arrive plus à se concentrer, ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher. C'est mon corps qui est en train de me dire, c'est le moment d'y aller. Donc, premièrement, on réveille à la même heure. Deuxièmement, on repère les signes du sommeil, pas les signes de fatigue. Troisièmement, si on est dans le lit, qu'on n'arrive pas à s'endormir. Jérémy, d'après ce que tu dis, tu vas te coucher, tu tournes dans tous les sens, tu ne trouves pas le sommeil, tu te réveilles en pleine nuit. On ne reste pas 1 heure à tourner dans tous les sens dans le lit. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en se retournant dans tous les sens, notre température de corps va réaugmenter. Or, il faut que la température du corps baisse de 1 ou 2 degrés pour pouvoir s'endormir. Et la deuxième raison, c'est que notre cerveau va associer le lit à quelque chose de désagréable. Et il va dire, mais quand je suis dans le lit, je me tourne dans tous les sens. Donc, c'est quelque chose d'angoissant, de stressant. Donc, si on n'arrive pas à dormir, on se lève, on refait autre chose. De toute façon, qu'on tourne dans le lit dans tous les sens pendant 1 heure, qu'on soit en dehors du lit, ça ne change pas grand-chose. Autant sortir du lit, faire autre chose, relire un truc, rebricoler un petit quelque chose qu'on prépare pour le lendemain et attendre de nouveau les signes du sommeil pour retourner. En appliquant ces 3 conseils, vous allez voir que les premiers jours, c'est un peu difficile. Au bout de quelques jours, on sent que c'est de mieux en mieux. Au bout de 2-3 semaines, on sent que ça y est, il y a un rythme qui s'est installé et que de nouveau, c'est une horloge biologique et pas une décision qu'on prend d'être réveillé ou pas réveillé ou en forme ou pas en forme. Si tu as remarqué, Cyril, je n'ai pas dit les conseils basiques. Pas de café juste avant de se coucher. On ne joue pas un jeu hyper énervant juste avant de se coucher. On ne fait pas une séance de sport juste avant de se coucher.
Voilà. Mais ça, Ça, j'imagine tout que le monde le Jérémy sait, ouais. le savait déjà un peu. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Bah même moi, à titre personnel, tu vois, je me suis un peu renseigné sur le sommeil. J'ai un sommeil qui est plutôt optimisé. Bah même moi, j'ai appris des choses, comme quoi je pensais que ce qui était important, c'était l'heure à laquelle tu te couches, mais en fait pas du tout. C'est l'heure à laquelle tu te réveilles pour commencer la journée et enclencher le chronomètre de l'horloge biologique interne. Oui. Et avec les signes du Parce que sommeil l'heure à aussi. laquelle on se couche, J'ai on peut pas la contrôler. Ouais. je connaissais pas aussi les signes du sommeil. En fait, moi, j'ai Ouais. dans ma tête, moi, je suis un peu bizarre. Moi, je visualise des choses. Et en fait, quand je commence à avoir le premier bâillement, les paupières lourdes, j'imagine dans mon cerveau, il y a le train du sommeil qui est en gare. Et en fait, il y a C'est cette ça. période où le train il est en gare et il faut vite que j'aille m'endormir parce que si je rate le train, tchou, il repasse dans 1 heure et demie et pendant 1 heure et demie, j'arrive plus à m'endormir Eh oui. jusqu'à attendre de nouveau le train en Le station. prochain train Donc sommeil. Ouais. c'est un peu marrant. Le D'ailleurs, je sais prochain pas train si de ça sommeil, t'arrive, exactement. Cyril. Il y a De beaucoup quoi? qui disent ça. Tiens, beaucoup de personnes disent tiens, je me suis endormi dans le fauteuil, dans le canapé, en regardant la télé ou en regardant un truc. Et comme je me rends compte que je me suis endormi, je me dis tiens, je vais aller au lit. Et là, pas moyen de dormir. Bah, simplement parce que là, il y avait le Ça train me de l'a sommeil déjà qui est fait. passé. Et le temps de se réveiller, d'aller ailleurs, bah, le train de sommeil, en fait, on est descendu du train. Il est parti. Donc, Ah ouais. voilà, il valait mieux plutôt que de se dire je vais m'assoupir un peu. Je dis ben non, c'est le train de sommeil est là, je le prends, je monte me coucher, je vais me coucher dans ma chambre. Ou, voilà. Ça me l'a déjà fait. Ouais. Quand je regarde des films avec ma partenaire le soir, ouais, ça me le fait. Ouais. Ok, trop C'est bien. Donc ça. pour résumer, Jérémy, c'est quelqu'un, il a du mal à s'endormir, il cogite beaucoup, il est dans son lit, il se tourne. Donc, au lieu de se cogiter et d'avoir chaud et d'être sous une couette, autant sortir, faire autre chose et attendre le train du sommeil. Toujours se réveiller à la même heure, de préférence même le week-end, histoire de bien réguler son horloge biologique interne. Écouter son corps au moment de l'endormissement. Dès qu'on a des signes d'endormissement, vite fait se brosser les dents un petit coup et aller dormir dodo direct. Et aussi garder une température fraîche de la pièce. Parce que quand on dort, on a besoin de descendre en température. Et aussi, dans la psychologie, ne pas faire une association négative entre son lit et l'endormissement. Il faut que ça soit un lieu agréable, où on est confortable et où on se sente en sécurité. C'est bien résumé, docteur? Ah, c'est parfait. Tout à l'heure, je t'ai dit, ça y est, tu es sexologue. Là, maintenant, ça y est, tu es somnologue. Ah, incroyable. Tu savais que ça existait, cette spécialité? Non, c'est pas une du tout. spécialité qui n'est pas connue, les somnologues. Ouais. Ok, il y a des études pour ça aussi? Ouais. Ah oui, c'est un diplôme de somnologie et on devient somnologue. C'est vrai que c'est peu connu. D'ailleurs, au fait, petite remarque pour notre copain Jérémy. C'est une petite parenthèse que je fais. Si on a des troubles du sommeil, comme Jérémy, des difficultés, on se réveille le matin souvent fatigué ou l'après-midi des gros coups de barre. Si on ronfle très fort la nuit, chaque nuit, c'est que ce n'est pas juste un problème de sommeil, c'est que c'est peut-être ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. Là, il faut consulter. Parce que quand on ronfle très fort la nuit ou qu'on a des troubles du sommeil, on a systématiquement des complications sur la santé. On fatigue, on peut s'endormir facilement après le repas. Fin de journée, on pique du nez. On se réveille avec souvent la tête un peu lourde. Bref, on n'est pas en forme. Donc, s'il y a des gros ronflements la nuit, il faut suspecter un syndrome d'apnée de sommeil. Et ça, il faut consulter justement un somnologue ou un spécialiste de l'apnée de sommeil. Ok, ça marche. J'avais une question à titre personnel cette fois-ci. C'est pas Jérémy, là c'est moi. Ouais. Il faut savoir que moi, quand je m'endors, je commence à m'endormir en respirant par le nez. Et puis au fur et à mesure de la nuit, de manière inconsciente, je respire par la bouche et je bave. Et parfois, il m'arrive même de ronfler un tout petit peu. J'ai vu des vidéos. J'ai entendu dire que apparemment respirer par la bouche, ça déforme un petit peu les dents. C'est pas ce qu'il y a d'optimum. Et certains recommandaient de mettre un sparadrap sur sa bouche. Et je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais. Moi, je l'ai utilisé, du coup, je le fais. Qu'est-ce que t'en penses de mettre un sparadrap? Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ou c'est une tendance? Dis-moi tout. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, le sparadrap. Okay. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, il faut savoir que c'est parfaitement normal que la bouche s'ouvre et on se relâche quand on dort. Il ne faut pas oublier que quand on rentre dans les phases de sommeil profond, et surtout la phase de sommeil qu'on appelle
paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est une phase de sommeil. Si on l'appelle paradoxal, c'est parce qu'on n'a toujours pas compris de quoi il s'agit. Elle est paradoxale, pourquoi ? Parce qu'on a le cerveau qui est en activité très forte, mais on a le corps paralysé. Je dis bien paralysé. Si vous vous réveillez pendant cette phase de sommeil-là, c'est typiquement les fois où vous dites « Tiens, c'est marrant, je me suis réveillé, il y a eu un bruit ou quoi, mais il m'a fallu 2 secondes pour pouvoir lever le bras. J'étais comme paralysé. » C'est que vous étiez en phase de sommeil paradoxal. Ouais. D'ailleurs, pour info, pendant les phases de sommeil paradoxal, il se passe 2 choses dans notre corps. Il n'y a que 2 trucs qui bougent. Je ne sais pas si tu sais lesquels. Ah ouais, c'est quoi ? Je pense les yeux. Il y a l'érection. Et les yeux, voilà, les yeux et l'érection. Voilà, c'est les 2 choses seulement qui bougent dans notre corps. Donc, c'est assez normal dans une phase où le corps est paralysé de voir que la mâchoire s'ouvre un peu et que ça se relâche. Par contre, c'est préférable si on commence à avoir des ronflements, une gêne par rapport à ça, c'est plutôt préférable d'avoir une gouttière dentaire. Tu vois, un peu comme les boxeurs, rugbyman qui mettent une gouttière, je vois très bien. Qui va avoir plusieurs rôles. Voilà, elle va permettre que les mâchoires restent à peu près au même niveau. Elle va empêcher de serrer à l'arrière, donc elle améliore les ronflements. Et c'est beaucoup moins dangereux que l'histoire du sparadrap. Il ne faut pas oublier qu'on peut l'avaler. Il peut se détacher en se retournant si on dort sur le ventre avec l'oreille. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça peut être très anxiogène angoissant chez certaines personnes. Imagine que la nuit, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu oublies que tu as le sparadrap. Tu veux parler ou quoi. Tu te dis merde, pourquoi j'arrive pas à parler. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter cette histoire de sparadrap et plutôt, déjà, c'est normal d'avoir un peu de bave, un peu de truc, ça va, quoi. Et même quand on est dans une relation de couple, c'est tout, on s'essuie un peu, et puis c'est bon. Mais si on est gêné, plutôt prendre l'avis du somnologue ou de l'ORL pour une gouttière à porter la nuit plus que l'histoire du sparadrap. Ok, ça marche. Parce qu'en ce moment, c'est un effet de mode, un effet tendance sur les réseaux sociaux, mettre du sparadrap. Oui. D'ailleurs, je profite d'être sur ta chaîne. Je sais que tes abonnés te suivent beaucoup, t'écoutent bien, t'aiment bien. Passez le message de attention quand vous voyez une sorte de mode de santé sur les réseaux. Regardez si c'est confirmé, relayé par des comptes de professionnels de santé, s'ils le confirment ou pas. Parce qu'il y a des choses qui tombent parfois de nulle part. Il y a des personnes qui veulent faire du buzz et puis ça part comme ça. Il y a des trucs qui partent d'une blague et ça devient à la mode. Et il y a des trucs qui ne sont pas bons scientifiquement, mais juste pour vendre des produits. Je vous fais juste un petit exemple. Il y avait un produit à base de miel aphrodisiaque qui était vendu en disant que ça marche. Et on s'est rendu compte qu'il y a des plantes comme ça en disant ça marche super bien. Et quand on les a analysées, en fait, il y avait du Viagra dedans. C'est un médicament, on ne le prend pas comme ça n'importe quand. Donc, toute méthode, vérifiez d'abord que ça vaut le coup. Et première chose à faire, c'est de s'assurer est-ce qu'il y a un danger à la faire. À la rigueur, si vous essayez une méthode de bien-être et qu'elle ne fonctionne pas, à la rigueur, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre les méthodes non médicales. Je suis quelqu'un qui travaille aussi sur les effets des plantes, qui recherche un peu les phytothérapies, les techniques médicales alternatives, par exemple, du temps des Égyptiens. Voilà. Aucun problème, à condition qu'on ne se mette pas en danger avec des choses de ce type, quoi. Ok, nickel. Trop bien, niveau sommeil. Et du coup, Jérémy, il avait, dans sa question, c'était comment être en forme quand on a du mal à s'endormir. Donc là, tu as répondu au problème du mal à s'endormir. Et si la journée, on a des petits coups de barre, ce serait quoi ta recommandation ? Oui. Alors, 2 astuces. Premièrement, prendre conscience que c'est en régulant le sommeil sur plusieurs jours qu'on va être de moins en moins fatigué. Donc, en répondant à la première question, on répond un peu à la deuxième question, comment être en forme. Mais sinon, il y a l'histoire de, OK, j'ai pas pu bien dormir, j'ai fait une mauvaise nuit, etc. Comment je peux être en forme le lendemain ? La première chose, c'est de ne pas stresser, de ne pas être en forme. Alors, c'est quoi ce truc ? La plupart des personnes qui disent, ça y est, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai dormi que quelques heures, je sais que je vais être fatigué et donc, je suis déjà stressé à l'idée que je vais être fatigué. Donc, surtout pas ça en disant, je verrai bien. Ça, c'est le premier conseil. Voilà. Deuxième conseil, l'histoire du café ou du thé, c'est très bien, mais on ne dépasse pas 3 ou 4 tasses de café par jour ou 2 thés par jour, parce qu'au-delà, ça commence à faire un effet
plutôt néfaste avec des palpitations et des effets désagréables. Donc, pas de problème pour le café et le thé parce que ça a un effet quand même stimulant mentalement. Mais on ne dépasse pas les doses de 3-4 cafés et 1 ou 2 thés. Et la meilleure astuce, je vais vous la donner, je l'applique sur moi-même. Depuis que je fais ça, j'ai trouvé que c'est excellent. D'ailleurs, Cyril, toi, tu fais des siestes ou pas, de temps en temps? Ouais, moi j'adore les siestes. Moi ça fait 4 ans que je fais des siestes et je suis un gaga des siestes. Après manger, c'est toujours 20 minutes de sieste histoire de se requinquer. Et je sens que en termes d'énergie, ça me permet de faire. Non, je prends pas de café. Moi, c'est le thé. C'est le thé. Le thé. Et est-ce que tu bois du thé après le repas ou non, que le matin? Ouais, que le matin après, en rentrant de la salle de sport, petit thé, petite banane et on est parti. Ah oui. Eh bien, je vais te donner une astuce, et pour Jérémy et tout le monde, une petite astuce. La sieste, oui, c'est efficace. Ça a été démontré que ça diminue la fatigue mentale, améliore les capacités cognitives, c'est-à-dire capacité de mémorisation, être réactif, capter des choses, etc. Au long terme, c'est très utile, mais à condition que ça soit des siestes de courte durée. C'est pas des siestes de 2 heures. Là. Après, tu te réveilles, tu es en vrac. C'est plutôt des siestes de 15-20 minutes. Voilà, j'imagine que c'est ce que tu fais. Et l'astuce, ouais, c'est ça, exactement. L'astuce qui est très, comment on peut dire ça, contre-intuitive, c'est si vous êtes fan de café ou de thé, après le repas, prenez-le avant la sieste, pas après. Je sais que c'est contre-intuitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on boit le café ou le thé, l'effet stimulant sur le mental va apparaître dans les 20-30 minutes qui suivent. Donc, on le prend, on fait la sieste, et au moment où on se réveille, on a les bénéfices de la sieste et l'effet stimulant du thé et du café. Alors que beaucoup de personnes disent, je vais prendre mon café au réveil de la sieste pour que je puisse faire la sieste. Et là, en fait, le café va faire effet dans la demi-heure qui suit. Donc, la meilleure astuce, c'est petit café ou petit thé, après le repas, on fait la petite sieste, et l'après-midi, vous allez voir, Jérémy, tu vas voir, tu vas péter la forme même si tu n'as dormi que quelques heures. Ok, incroyable. Ok, oui, parce qu'il y a le temps de digestion et d'assimilation, et ce temps-là, c'est le temps de la sieste, quoi. Exact. Ok, excellent, excellent. Et d'ailleurs, il y a une théorie au niveau de la sieste qui est que apparemment nos ancêtres ils dormaient 2 fois par jour, la nuit et 1 fois pendant la journée. Est-ce que tu penses que ça vient de là, ou bien c'est juste un moyen pour nous recharger nos batteries pendant la journée? En fait, je pense qu'il y a personne qui a le même rythme de sommeil qu'une autre personne. Même chez une même personne, notre rythme de sommeil peut changer d'une période de notre vie à une autre. Donc, l'idée est de ne pas d'appliquer une règle absolue à tout le monde, mais comme tu disais tout à l'heure, de s'écouter. Mais comment mon corps fonctionne ? Moi, mon corps, il me dit, j'ai pas besoin de sieste, et quand je fais la sieste, ça me sert à rien. Ça veut dire que ton organisme n'a pas besoin de sieste en ce moment. Moi, mon corps me dit qu'il a besoin d'autant d'heures de sommeil, sinon il n'est pas en forme. Écoute ce que ton organisme t'a dit. L'erreur serait de ne pas écouter nos instincts animaux. Par exemple, le chien, le chat, il ne se pose pas la question est-ce que c'est bien ou pas de faire la sieste. Il est fatigué, il dort. Ouais. Il sent le sommeil, il s'endort. Voilà. L'être humain, c'est parce qu'il a installé un mode de vie qui se pose ces questions-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, le fait de manger 3 fois par jour, en fait, ça vient uniquement du fait qu'il y a l'industrialisation qui est venue. Et donc, chacun ne peut pas manger juste quand il a faim. Et sinon, ça serait le bazar dans l'usine, quoi. Et donc, on a dit, vous allez manger entre telle heure et telle heure, et telle heure et telle heure. Mais sinon, si tu te réveilles le matin que tu n'as pas faim et que c'est à 11 heures que tu as faim, tu manges à 11 heures. Si tu n'as pas faim à midi, c'est pas grave si tu manges après, mais à condition que ta vie te le permette. Pareil pour le sommeil. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, au Moyen-Âge, par exemple, nos ancêtres dormaient en 2 fois la nuit. Ils dormaient, ils se réveillaient et ils se rendormaient. À l'époque, c'était pourquoi ? Parce qu'il fallait surveiller le feu, les lumières, la cheminée, le feu pour se réchauffer, les bêtes, etc. Et donc, au Moyen-Âge, ça choquait personne de dormir de se réveiller en pleine nuit, 23 heures, de se réveiller à 2-3 heures du matin, de faire 1 heure ou 2 de choses, puis de se rendormir jusqu'à 6-7 heures du matin. Donc, tu vois, le sommeil est adaptable à condition qu'on reste dans quelque chose qui est pas trop loin de ce que notre organisme nous dit.
Ok, ça je savais pas, super intéressant. Ok, bah nickel. Bah je pense Jérémy là au niveau énergie et sommeil, il est plutôt bon. Je pense qu'il a t'as répondu à ses questions, à ses interrogations. Et maintenant il a un dernier problème. Là on a traité la sexualité, on a traité la musculation, on a traité le sommeil. Et maintenant le quatrième S, c'est le stress. Donc tu le sais, Jérémy c'est un étudiant. Il a des périodes d'examen et pendant ces périodes-là, il est assez anxieux. Il a peur de l'échec. Il a peur de ne pas être à la hauteur et il est stressé. Et il a vu une vidéo YouTube où il y avait quelqu'un, il y avait un influenceur qui disait que il existait deux types de stress, le stress négatif, le stress normal et un autre type de stress qui s'appelle le stress positif et qu'on appelle le stress. Et il voulait savoir est-ce que le stress c'est au final un bon stress et est-ce que c'est une bonne chose de transformer son stress en eustress? Je sais pas si tu m'as bien compris. C'est très très clair. La question est très claire et très pertinente. Il est bon, Jérémy, il est bon. En tout cas, ce que j'aime bien chez Jérémy, c'est qu'il entend un truc chez des influenceurs, chez des gens qu'il suit, et il se dit tiens, je vais aller vérifier si c'est vrai cette histoire ou pas. Je vais regrouper un peu les infos. C'est une excellente façon de faire, Jérémy, et tout le monde. Quand vous avez des infos, essayez de les regrouper et ne tenez pas compte de seule info. Je vous donne un petit secret. Nous, en tant que médecins, quand on voit une étude publiée, même une étude hyper sérieuse, on se dit tiens, il y a ce résultat-là. Notre premier réflexe, c'est d'aller voir s'il y a d'autres chercheurs qui ont fait d'autres études sur le même sujet et de regrouper les infos. Et c'est que comme ça qu'on arrive à tirer des conclusions les plus objectives possibles. Alors, pour répondre à la question, alors je vais noter notre niveau d'efficacité dans ce qu'on fait en tout, hein, et notre niveau de stress et voir comment ça évolue. Ok ? Ça, c'est zéro stress. Ça, c'est stress maxi. Ok ? Ça, c'est zéro efficace. Ça, c'est efficace maxi. Tu as remarqué, zéro stress, c'est zéro efficacité. Jérémy, quand tu es bourré complètement, que tu as mal dormi la veille, que tu t'es bourré la gueule le lendemain, que tu es complètement déchiré, que tu as zéro stress, mais tu ne sers à rien non plus. Donc, effectivement. Là, il y a zéro efficacité. On ne peut pas compter sur toi, tu ne peux rien faire. Par contre, plus notre stress va augmenter, plus on va rentrer dans une phase d'efficacité. Ensuite, on arrive dans un moment où il y a un plateau, c'est-à-dire tu as beau stresser de plus en plus, ça ne sert à rien, tu n'es pas efficace. Et ensuite, on rentre dans une phase où plus tu vas continuer à stresser et moins tu seras efficace. Et il faut savoir repérer. Il faut savoir repérer quand tu bascules dans cette phase-là. Alors, comment on sait qu'on a basculé? Il y a des signaux. Premier signal, c'est est-ce que je deviens irritable? Est-ce que je sens un mal-être? Quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je sens que ce que je fais n'est pas aussi bien, aussi bon que ce que je faisais 1 heure, 2 heures, 3 heures avant? Est-ce que tu as remarqué que c'est des signes subjectifs? C'est-à-dire c'est du ressenti. Et c'est le truc que je te conseille d'apprendre, Jérémy, et toutes les personnes qui sont dans ce cas, c'est mon ressenti. Est-ce que là, je suis stressé, mais je ne me sens pas mal? Je ne me sens pas nerveux, irritable, mauvais. Je me sens assez bien, même si je sens que je suis en état de tension. C'est que je suis encore dans la zone positive. Par contre, si je commence à me sentir nerveux, irritable, pas bien, agacé, angoissé, etc., c'est que j'ai basculé dans l'autre zone. D'ailleurs, tu me dis si ça t'est arrivé dans les commentaires. Quelquefois, il y a des personnes qui sont un peu à 100 à l'heure et les gens autour d'eux ils leur disent « mais arrête, t'es stressé ». Et la personne dit « mais je ne me sens pas stressé ». En fait, elle était dans une période de stress efficace, positif, qu'elle sait gérer. Donc, repérer le mal-être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire. Récemment, dans les consultations, d'ailleurs je dis récemment, c'est pratiquement tous les jours, ce niveau d'anxiété négative, de stress, c'est une des causes de plein de problèmes qu'on voit en médecine. Problèmes sexuels, c'est pratiquement la cause d'un tiers des problèmes sexuels. C'est la cause d'un tiers des problèmes digestifs, ballonnement, du mal à digérer, etc.
mal au dos, migraine, etc. Bref, c'est source de plein de choses. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que plus on est stressé, plus notre corps sécrète de l'adrénaline. C'est le neurotransmetteur du stress du corps. L'adrénaline ferme les artères, contracte les muscles, contracte les vessies, contracte même au niveau de la zone cardiaque, on a des palpitations, etc. Donc, ce n'est pas que du bien-être. Donc, 2 astuces pour gérer quand tu sens que là, tu rentres dans une zone où tu es de moins en moins efficace et toi, tu te sens mal. Donc, ton stress commence à être dans la zone négative et pas positive. 2 trucs, 2 techniques simples que tu peux apprendre. Première technique, c'est une technique que j'ai appelée la technique du coup de frein mental. Quand on est en état de stress, d'anxiété, c'est rare qu'on le soit et en même temps, on pense à rien. Si on est en état de stress, en anxiété, c'est qu'on pense à des trucs, soit une chose qui nous embête beaucoup, soit 40 000 trucs, soit on n'arrive même plus à analyser ce qu'on a dans la tête. Technique de coup de frein mental, c'est quoi ? Tiens, on va la faire ensemble. Là, pendant 30 secondes, on va faire quoi ? Je vais me concentrer juste à décrire ce qu'il y a autour de moi. Je ferme les yeux et je vais dire, là, j'ai une caméra en face. Là, j'ai Cyril que je vois ici. J'ai un micro devant moi. J'ai une table. Je suis habillé avec une tenue bleue. Il y a un mur ici avec des absorbeurs de son. Ici, à la porte. Faites ça pendant 30 secondes chez vous. Et vous allez voir que le temps de décrire ce qu'il y a autour de vous, le niveau de stress tout d'un coup diminue. Pour une raison simple, c'est qu'on a focalisé l'attention sur ce qu'on est en ce moment, ce qui se passe maintenant, et pas ce qui va se passer dans l'avenir. Or, c'est ça qui angoisse, c'est ce qui va se passer dans l'avenir ou des souvenirs mauvais du passé. Donc, cette technique du coup de frein mental, ça prend 30 secondes à faire. À chaque fois qu'on sent que là, il faut que je baisse d'un niveau, eh ben, on va l'utiliser. Elle est utilisable en plein examen. C'est ça l'intérêt. Je sais qu'il y a la sophrologie, la méditation, etc., plein de techniques de ce type-là. Sauf que si on est en plein examen ou si on est en train de faire l'amour et que tout d'un coup on est angoissé de ne pas y arriver, on ne va pas dire écoute, je vais faire une séance de méditation, je reviens. Donc, il y a des techniques comme ça qu'on peut apprendre qui sont efficaces. Deuxième technique, ce que j'appelle la technique du focus, c'est je vais me concentrer là pendant 30 secondes. C'est pas que je vais décrire ce qu'il y a autour de moi. Je vais penser qu'à une seule chose, un souvenir que j'ai en tête, mais sympa, positif. Et je vais penser à un souvenir. Hier, j'ai eu en téléconsultation un jeune patient que je voyais pour la 3e fois en téléconsultation et qui allait tellement mieux sur le plan sexuel, qu'il a retrouvé confiance, etc., qu'il a même décidé de reprendre des études parce qu'il s'est rendu compte qu'il a retrouvé de l'énergie. Et ça m'a fait super plaisir. Allez, je repense à ça. Au plaisir que j'avais à voir à quel point il allait bien, etc. Et je vais me concentrer à penser qu'à ça. Quel est l'intérêt ? Je vais apprendre à mon cerveau que quand je décide de penser à une seule chose, et en fait, je suis capable de le faire. Je vais répéter à des moments tranquilles. Ce qui fait que quand je suis en moment de nervosité, je suis juste avant les examens, avant d'aller se coucher, j'ai un entretien important à faire, etc., je vais dire, OK, là, je me concentre que sur un seul truc. Un truc positif où je suis sûr que ça va aller, ou un souvenir positif. Et hop, je ramène mes pensées à quelque chose. Si vous avez remarqué, l'idée, c'est de ne pas essayer de ne pas être stressé. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur les idées qui tourbillonnent dans la tête. Et là aussi, si tout seul, on n'y arrive pas malgré des conseils comme ça, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Et il ne faut pas croire qu'on va se moquer de vous ou quoi que ce soit parce qu'il y a ça ou toi, tu n'y arrives pas. On n'est pas égaux face aux émotions. Il y a des personnes qui savent gérer les émotions de façon très naturelle, simple, d'autres non. Et ça s'apprend. Donc, aucune honte à demander de l'aide quand on est dans ces situations-là. Ok, trop bien. Merci pour les conseils, docteur. C'est super intéressant. C'est vrai que la courbe, je l'avais jamais vue avec le niveau de stress et le niveau de performance. Et très souvent, les personnes qui sont en examen, il y en a, elles sont très vite submergées par les examens et donc il y a un niveau de stress qui va au plafond et du coup ils performent pas très bien le jour J de l'examen. Et le fait de se refocaliser sur le moment présent, sur ok, où je suis, qu'est-ce que je peux faire et pas penser au passé ni au futur, c'est super puissant. Et vraiment être focus sur une chose à un moment tranquille, histoire d'évacuer. C'est vrai que c'est la meilleure chose. Et moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses aussi des techniques de respiration
Je sais que souvent quand tu stresses, par exemple, tu fais une prise de parole en public, tu sais, t'as pas l'habitude, tu commences à avoir le souffle court et tu respires rapidement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de calmer tout ça, sachant que très bon. Tu disais le stress, c'est très bon. Ok. C'est des très bonnes techniques. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ça marche. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, je focalise mon attention sur une seule chose, ou est-ce que c'est le mouvement de la respiration en lui-même? Probablement les deux. Mais oui, c'est des techniques très bonnes, ce qu'on appelle la respiration abdominale. Tu le sais sûrement, si tu dis à quelqu'un, faites une bonne inspiration. La personne fait souvent ça. En fait, ça, c'est pas du tout une bonne inspiration. Une bonne inspiration, la poitrine ne bouge presque pas. L'air, il rentre et il gonfle dans le ventre. Ok. Pourquoi? Parce qu'il faut que le poumon se remplisse d'air. Si le poumon se remplit d'air, il va descendre, pas monter. Et en descendant, il va gonfler l'abdomen. Donc, ça marche très très bien le fait d'apprendre la respiration abdominale, en plus des techniques que j'ai dites tout à l'heure. Et il y a une dernière chose. Je vous l'apprends, je l'ai appris à ma fille, elle adore ça. Quand elle est en stress pour les examens ou quoi, moi je me l'applique. Alors, ça vient d'un dessin animé qui s'appelle Les Simpsons, que j'imagine vous connaissez. De Bart Simpson. Je connais bien. Écoute, je regardais. Tout d'un coup, il a dit une phrase. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est exactement ça. C'est le fait de s'octroyer le droit à l'erreur. Mais oui, j'ai le droit de me planter. Si j'ai bien travaillé, etc., et que je me suis planté, je me suis planté. On a le droit, se donner le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, des fois, on me dit, mais toi, ce que tu fais, ça marche et tout. Mais oui, mais tu n'as pas vu tout ce qui n'a pas marché, tout ce que je me suis planté, etc. Sauf que quand je me plante, j'apprends de cette erreur. Et donc, Bart Simpson, il a une fameuse expression qui dit « Tout le monde a le droit de se planter. C'est pour ça que Dieu a mis des gommes au bout des crayons, mon pote. » Je trouve cette phrase... Ah mince, il n'y a pas de gomme au bout de celui-ci. Le tien n'a pas de gomme. J'en ai un qui a une gomme. T'inquiète, je rattrape le coup. J'en ai un qui a une gomme, c'est bon. Si l'erreur n'était pas humaine, on ne créerait pas des gommes et des effaceurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Incroyable. Donc s'autoriser à échouer, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Il va rien se passer. Au pire, tu as appris. Et il y a rien. Et c'est vrai que à l'école, d'apprendre des échecs. C'est vraiment d'apprendre des échecs. C'est vrai qu'à l'école, on a vraiment cette culture du one shot, de réussir du premier coup, alors que dans la vie, c'est l'inverse. Dans la vie, c'est tu fais, t'échoues, t'apprends et tu reviens plus fort. Tu te plantes, tu recommences, voilà. Ok, trop cool. Et moi, j'avais une dernière question. Cette fois-ci, c'est à titre personnel aussi, encore une fois. J'avais entendu dire que le cortisol, c'était l'hormone du stress. Alors, est-ce que c'est bien, c'est mal? Quelle est son utilité dans le corps? Quelle est sa fonction précisément? Oui, ses inconvénients aussi. Le cortisol, c'est l'hormone. Voilà. Tout à l'heure, si tu te souviens, j'ai dit que on sécrète de l'adrénaline. Ça, c'est le neurotransmetteur, c'est-à-dire l'élément qui est dans notre cerveau et dans le fonctionnement du côté neurochimique, neuropsychique. Sur le plan hormonal, effectivement, le cortisol, c'est l'hormone on appelle ça aussi l'hormone du stress. Elle augmente en cas de stress. D'ailleurs, les personnes qui ont un déficit en cortisol, ils sont sous traitement, donc ils ont de la cortisone en traitement continu. On leur dit, dans les périodes de grippe, de gros stress, de manque de sommeil, de grosse fatigue, d'anxiété importante, de maladie, vous augmentez la dose de cortisone parce que le corps, normalement, il augmente la cortisol, l'hormone cortisol, pendant les périodes de stress. Alors, c'est quelque chose qui est prévu pour nous protéger à la base, comme l'adrénaline. D'ailleurs, est-ce que tu sais que c'est à cause de l'adrénaline que quand on a peur ou quand on est anxieux, les organes génitaux rentrent? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Ah non, je ne savais pas du tout. J'ai jamais remarqué. Et même chez les femmes, quelqu'un qui est très anxieuse, qui a peur, qui est stressé, les organes génitaux rentrent dans le corps, se rétractent. En fait, c'est un réflexe. Le corps, il dit, tiens, s'il y a du stress, c'est que peut-être il y a un danger. Si ça se trouve, il y a un ours devant moi. Et réflexe de protection de la reproduction de l'espèce humaine, hop, on protège les organes génitaux, on les fait rentrer. C'est pour ça, par exemple, les mecs
très anxieux disent que leur pénis au repos, il est très rétracté. Bref. Ok. Donc, ça, c'est l'effet de l'adrénaline. Voilà. Ok, je savais pas du tout. Incroyable. C'est ce qui donne le syndrome des vestiaires, par exemple. On a peur que notre pénis soit pas de la même longueur que les autres au repos. Du coup, on est stressé. Du coup, il se rétracte encore plus. Bref. Et du coup, il est encore plus petit. Voilà. Ok. Alors, le cortisol, lui, c'est un neurotransmetteur qui va augmenter, par exemple, la glycémie. Donc, nous donner des sources. Il va mobiliser des sources d'énergie pour que notre corps réagisse. Il ne faut pas oublier que dans notre cerveau, dans notre corps, si on est en état de stress, le cerveau ne sait pas faire la différence entre est-ce que je suis stressé parce que je risque de rater l'examen ou est-ce que je suis stressé parce que je me fais attaquer et il faut que je cours tout de suite. Le cerveau il ne sait pas faire la différence. Donc, dans le doute, il prend toujours, ça c'est un reste du monde animal, l'hypothèse la plus dangereuse, j'ai peut-être d'une réaction pour courir tout de suite. Exemple typique, on voit parfois des personnes, accident de voiture, ils descendent de la voiture, ils marchent pour s'éloigner et ensuite ils s'effondrent et après on se rend compte qu'ils avaient la jambe cassée. Mais ils ont pu marcher quand même. Tout ça est lié à toutes ces sécrétions qu'on a après. Donc un réflexe de survie. Donc on a la glycémie qui augmente. On a des mobilisations de sources d'énergie comme ça dans notre corps. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif malheureusement c'est quoi ? C'est que le stress peut aussi jouer en augmentant comme ça la glycémie sur la prise de poids. On peut par exemple avoir plus de mal à perdre du poids si on est en situation d'anxiété, d'angoisse chronique. Le stress peut augmenter le rythme cardiaque, le cortisol peut augmenter la fréquence cardiaque. Et donc, c'est utile sur le coup pour réagir, mais à la longue, c'est quelque chose qui peut être négatif et exposé à des problématiques cardiovasculaires à l'avenir, etc. On sait que les personnes anxieuses ont plus de risques, par exemple, de faire un infarctus que les personnes non anxieuses. Donc, c'est vrai que c'est une hormone qui est utile, on va dire, en situation d'urgence, mais quand on rentre dans l'anxiété chronique, c'est on devient anxieux pour tout en continu, c'est là où ça devient néfaste. Ok. Et tu dirais pour changer ce climat anxiogène au quotidien, est-ce que tu penses ça passe par un changement de mentalité ou ça passe par un changement de ses habitudes? Ce serait quoi la cause, tu dirais, qui rend les gens les plus... Ouais. La première chose que je conseille aux patients à qui on se rend compte que l'anxiété joue un rôle important, en fait, quand on dit anxiété, c'est pas que psychologique, on vient de le dire, il y a adrénaline, il y a cortisol, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus dans notre corps. Et d'ailleurs, les personnes anxieuses disent, mais on me dit calme-toi, mais tu crois que j'ai attendu qu'on me le dise, mais j'arrive pas. Il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas. Donc, il faut que ça soit plus précis. Première chose à faire, c'est essayer de repérer s'il y a des choses autour de moi qui sont source d'anxiété. Par exemple, j'ai un problème avec un collègue de travail et à chaque fois que je vais me retrouver avec ce collègue, je ne suis pas bien. Donc déjà repérer, est-ce que c'est ça ? Je suis stressé parce que j'ai des examens à passer et je sais que c'est hyper important pour moi, c'est une source d'anxiété pour moi. Ou je suis stressé pour un peu tout. Tiens, il m'a toujours pas répondu au message, ça me stresse. Tiens, je suis en train de travailler. Je me dis, mince, est-ce que j'ai bien fermé la fenêtre chez moi ? J'ai peur de l'avoir mal fermée et puis j'arrive plus à m'enlever ça de la tête. Donc, déjà faire la différence, est-ce que j'ai une source réelle ou est-ce que tout peut devenir une source de stress ? Si c'est une source réelle, ben, je dois attaquer cette source-là, je dois agir sur cette cause-là. Si c'est un peu tout qui peut me rendre anxieux, stressé, ben, ça veut dire que je travaille sur ma capacité cette fois-ci. Donc, je peux travailler sur ce qui m'entoure ou sur moi-même. Sur moi-même, c'est quoi ? C'est premièrement, prendre conscience quelles sont les situations où ça m'embête d'être anxieux. Exemple, le fait que je sois trop anxieux, si j'ai des enfants, je suis trop anxieux avec mes enfants et du coup, je les bloque un peu. Ok, ça m'embête. Par contre, si je suis trop anxieux en mon travail, ni moi ça me gêne, ni ça gêne mon entourage, au contraire, on me dit, comme tu es stressé, on compte sur toi et tout va bien. Bon, ok, si je ne le change pas, c'est pas grave. Donc, pour résumer, première question, est-ce qu'il y a une source d'anxiété externe ou est-ce que c'est moi qui me fais une source d'anxiété ? Deuxièmement, quelles sont les situations qui me gênent dans cette anxiété ? Troisièmement, je commence à agir dessus, mais tranquillement, progressivement. C'est-à-dire, là, j'ai réagi de façon anxieuse, je n'ai pas réussi à m'enlever l'idée de la tête. Mais une fois que je vais mieux, je vais me dire, ok, ça, c'est typiquement ce que j'aimerais ne plus faire à l'avenir. La fois d'après, c'est à chaud. Ah, ça fait 10 fois que je me dis ça, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus tomber dans le piège de stresser pour ça.
Ok, je vais essayer de baisser un peu. Et surtout, je préviens mon entourage. Au fait, je suis en train d'essayer de changer ça. Si tu vois que je suis anxieux, je suis nerveux, etc., s'il te plaît, n'en rajoute pas ou laisse-moi faire. J'en suis conscient. Ou au contraire, si tu fais ça, ça m'aiderait. Et évidemment, si malgré plein de conseils comme ça, en s'attaquant à la source, c'est-à-dire l'idée n'est pas de dire il faut que je sois moins stressé. Ça on oublie, ça marche pas. J'ai jamais vu quelqu'un dire allez, j'ai décidé d'être moins stressé et ça marche. On repère, on fait les choses une à la fois. Voilà. Et si malgré ça, un entourage qui a compris le truc, aucun problème à prévenir l'entourage, à dire par exemple quelqu'un qu'on vient de rencontrer, relation amoureuse ou amicale ou professionnelle. On peut lui dire écoute, je reconnais, je suis quelqu'un qui peut être facilement anxieux, nerveux dans cette situation. Si je te pose 3-4 fois la même question, m'en veux pas. Je suis en train de travailler dessus, ça va changer, mais voilà. Ça dédramatise tout. L'autre, ça va pas le déranger qu'on pose 2-3 fois la question. Et nous, au moins, on n'a pas l'impression d'embêter notre monde. Et d'ailleurs, il y a un truc rigolo. Le fait de dire, je risque de te poser 4 fois la même question pour me rassurer, comme par hasard, on va pas le faire. Parce que ça nous a rassuré déjà que l'autre soit bienveillant. Voilà. Au courant, ouais. Donc, ok. Donc on extériorise, on verbalise, on agit dessus. Et évidemment, si malgré tout ça, on s'en sort pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. C'est une véritable problématique. D'ailleurs, c'est souvent héréditaire ou suite à des événements qu'on a vécus, comme un bug qui se passe dans le cerveau, ce qu'on appelle le stress post-traumatique aussi. C'est-à-dire, il y a un court-circuit qui se fait. Et là, on a besoin d'aide de professionnels. Ça peut être par des techniques comme l'hypnose, ça peut parfois utiliser des traitements par médicaments, par plantes, etc. Donc, si tout ce que je dis là n'est pas suffisant, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. Ça peut pourrir la vie, l'anxiété, tout en ayant l'impression qu'un jour, on va y arriver tout seul et sans y arriver. Ok, super intéressant. Merci pour cette réponse. Franchement, c'était super complet. Écoute, là j'ai avec moi le petit Jérémy et comme tu peux le voir, il est content. T'as réussi à le guérir. Trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content. D'un point de vue sexuel, sportif, sommeil et stress, je pense que tu as répondu à toutes ces questions. Maintenant, il sait comment gérer ses problèmes et on te remercie tous les deux pour toute la valeur que tu nous as partagée. Toi, Gilbert, tu as créé une plateforme qui s'appelle Charles.co. Rapidement, si tu peux nous dire en quoi ça consiste et comment tu peux aider les personnes. Je te laisse présenter rapidement. Oui. Et si tu as le mot de la fin, je te laisserai terminer sur ça. Absolument. Charles.co, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je mets plein de vidéos de santé, mais c'est surtout aussi une plateforme, une clinique digitale où on peut téléconsulter plutôt des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, si on a des problèmes d'ordre sexuel, on va sur le site, on choisit troubles sexuels, on choisit le type de problème sexuel pour lequel on souhaite consulter, érection, éjaculation, etc. Pour le moment, c'est surtout sur les troubles sexuels masculins. Et on fait la consultation par téléphone, visio, par messagerie. Le médecin va faire le point. C'est tous des médecins sexologues. On peut consulter aussi, par exemple, pour de l'obésité au sens médical, pas juste le côté esthétique. Et là aussi, c'est des médecins spécialisés de l'obésité, pour les troubles du sommeil, pour l'alopécie, la chute de cheveux, parce que c'est un problème très fréquent chez les hommes aussi. Et c'est très simple. On va sur la plateforme charles.co. On choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter et on tombe sur des médecins spécialisés dans leur domaine. Et on a même développé des thérapies à distance. Par exemple, pour le sommeil, il y a un programme où on apprend des techniques. Chaque semaine, on reçoit une vidéo avec des exercices à faire. Pour l'éjaculation précoce, pour les troubles de l'érection, pour la perte de poids et d'autres programmes de ce type-là. Et les personnes qui me suivent sur charles.co savent que ma phrase favorite, c'est, je l'ai dit tout au long du programme, c'est quand on a des problèmes, qu'on a essayé des petits conseils et qu'on en souffre et que ça fait plusieurs mois que ça tourne, on ne reste pas à se dépatouiller. Il y a des professionnels pour ça. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Je te remercie Gilbert. Franchement, excellent Merci podcast. À toi. J'ai adoré t'interviewer et c'est surtout Jérémy qui te remercie et on te remercie tous. Donc n'oubliez pas, si vous avez des problèmes et que vous sentez que de vous-même, vous n'arrivez pas à sortir de ce problème, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, que ce soit dans la santé ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Ne restez pas seul. Franchement, la clé, c'est de se tourner vers les bonnes personnes. Et sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, moi, ma phrase, c'est l'effort crée l'effort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.